Qu'est-ce qui vous fascine le plus, le passé ou le futur? Les deux. Les deux, moi j'adore l'idée de comprendre d'où on vient, donc de connaître le passé, et quelles que soient d'ailleurs les origines de ce passé, et puis le futur, parce que ne pas savoir ce qui va se passer peut être assez fascinant aussi. Bonsoir Sonia. Thibaut, enchanté. Je suis très content de commencer l'émission ici, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Jacques Chirac. Pourquoi ici? Parce que c'est un musée qui me fascine. C'est un musée qui est constamment en mutation. C'est un musée aussi qui met en avant les arts premiers et c'est plutôt rare que d'avoir cette diversité en fait à proximité de nous. Moi j'habite pas très loin en plus, donc j'y viens très souvent. Ouais, c'est le grand musée français de l'ethnographie. Exactement. C'est ça. Et on est dans l'exposition Amazonia, qui fait parler d'elle, qui rassemble la culture et les arts amazoniens modernes et anciens. Oui. Vous êtes une artiste, vous? Alors, dans l'âme, certainement, mais j'ai pas encore montré toute ma création. Alors, je ne sais pas, parce que je suis réalisatrice. Oui. C'est une façon aussi de montrer sa création, finalement. Parce que j'ai lu que vous disiez à votre maman, oui. J'ai entendu peut-être, parce que j'ai écouté des interviews de vous disiez à votre maman, juste avant de passer le bac, que vous vouliez plutôt être artiste, et elle voulait plutôt que vous soyez médecin ou scientifique ou que sais-je. Oui, ma mère avait à cœur que je fasse des études longues et de m'assurer une vie confortable, pérenne, sans heurts, sans troubles. Et j'ai choisi tout l'inverse. Je suis devenue artiste, je suis devenue... Ah, donc vous voyez que vous êtes devenue artiste. Je dis artiste, oui, parce que comédienne, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Vous avez vu ça? Oui, non, c'est magnifique. Une coiffe crocrocti. Peuple Memengokre Kayapo, c'est pas facile à dire. État du Mato Grosso ou du Pará au Brésil. Ouais, c'est magnifique. Dans cette exposition, on y voit de l'art ancestral, mais aussi de l'art contemporain. Oui. Pour montrer que finalement l'Amazonie ne se réduit pas simplement à sa forêt, mais aussi à sa culture très diverse, je crois. Ils sont plus de 300, je crois, ethnies et peuples d'Amazonie. Et du coup, c'est... Et qui continuent à créer, finalement, et à s'intégrer, et à aussi un art contemporain, finalement, pas uniquement un art ancien. Qui n'évoluerait pas. Ouais. Je passe beaucoup de temps en Martinique puisque je tourne une série qui s'appelle Tropique criminel là-bas. Ouais. Et cette année, j'ai eu la chance de découvrir l'art arawak. Donc c'est un des premiers peuples martiniquais avant les Caribes qui les ont exterminés quand même. Et cet art a été retrouvé dans des... je sais même plus trop où, je crois, vers le Club Med, oui, en Martinique. Et ils ont retrouvé tout un village, dans des fouilles. Ouais. Ils ont retrouvé tout un village. Et ah oui, là, on parle plus des peuples, quoi. J'ai toujours été très curieuse des arts, de l'histoire, de ce qui m'entourait, parce que voilà, je suis née en Afrique, mais d'une culture qui a été, disons, réécrite. L'histoire du peuple rwandais a été complètement réécrite, déjà par la colonisation et puis après par les négationnistes qui ont nié une partie de leur population qui étaient les Tutsis et qui a conduit au génocide en 1994. Donc à cette idée d'éradiquer une partie de la population et donc forcément de son histoire aussi. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a toujours... habiter cette quête de savoir d'où je venais, aussi bien d'Afrique qu'en France aussi d'ailleurs, parce qu'en France, quand je suis arrivée dans les années 90, une première fois en 90, une autre fois en 94, je découvrais ma culture française, mais de façon assez brutale, pas heureuse. Ah ouais, on va y venir alors. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une sensibilité exacerbée ou pas? Parce qu'on voit les gens, connus, on les imagine, et même pas forcément connus d'ailleurs, nos collègues de boulot, mais on ne sait pas ce qu'ils sont vraiment dans le privé. Est-ce que vous avez
Oui, je peux dire que j'ai vraiment une hypersensibilité même aux choses, aux événements, aux gens. Enfin, j'ai extrêmement... Enfin, je pense. Mais ça se caractérise comment? Je sais pas, j'ai une empathie mais immédiate pour les gens, alors selon leur degré de douleur ou par exemple. C'est-à-dire que si quelqu'un souffre, vous souffrez avec lui? Ah bah complètement. Et c'est un problème dans ma vie parce que je me soulage jamais l'esprit. Enfin, vous imaginez, vous êtes tout le temps dans les tourments, quoi. Donc c'est vrai que j'essaye de prendre du recul. Je consulte pas mal aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. Depuis longtemps? Mais moi je fais partie des gens qui disent aussi bien que je fais attention à mon corps en allant à la salle de sport, et ben je fais attention à mon esprit en allant chez le psy. Voilà. Et ça marche? Bah oui, ça marche. Ouais. Non, ça marche. Il faut trouver la bonne personne avec qui dialoguer, mais ça marche. Et d'ailleurs, je pense que les sociétés qui vont bien sont celles qui s'expriment le plus. Vous avez fait quoi donc? Cinéma, actrice, oui, actrice. Très largement. Vous avez chanté aussi? Ouais, hélas, j'ai chanté dans un projet quand j'étais Miss France. Hélas. Oui, hélas, parce que c'était pas vraiment le projet musical auquel je voulais laisser une empreinte, sur lequel je voulais laisser une empreinte. Mais c'est un projet qu'on a fait quand j'étais Miss France pour récolter de l'argent pour une association. C'est ça. Ouais, sauf que la DA était vraiment minable. C'est-à-dire que la couverture de la pochette, c'était moi, avec ma robe de Miss France, et derrière il y avait la savane. Alors je sais pas si vous voyez, mais il faut pouvoir l'assumer, quoi. C'est marrant. Et à l'époque, vous n'aviez pas senti qu'il fallait dire, vous ne pouviez pas dire non, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Bah, je rappelle quand même que je suis devenue Miss France à l'âge de 18 ans. Et que en plus j'arrivais dans un univers que je connaissais que très peu, depuis que 3 mois seulement. Et honnêtement, je savais pas si j'avais le droit de dire oui ou non. Et puis l'idée n'était pas si mal finalement que de récolter de l'argent, mais c'est vrai qu'en termes de DA, j'aurais pu y mettre un peu ma patte. Je l'ai su plus tard, ça. Parce que j'ai tapé tout à l'heure Sonia Rolland chanson sur internet, vous savez ce qui sort? Non. Doc Gynéco chez Thierry Ardisson. Mais non. Si. Pourquoi? Je sais pas. Vous avec Doc Gynéco. Ah bon? Oui. Et on chantait tous les deux? Oui, une chanson de Noël. Ah oui, je me souviens. Ah oui. Alors là non plus, je suis pas sûr que c'était de la très très grande chanson à ce moment-là. Non. Mais c'est très rigolo. Non, c'était rigolo. J'imagine qu'on s'est bien marré ce jour-là. Je me souviens même plus. Mais je crois que c'était pour un rendez-vous de Noël où ils faisaient des couples improbables sur. Voilà. Je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment très marrant. Non, je ne conseille pas en fait. Ça, c'est assez marrant. Regardez, ce sont des œuvres issues d'un livre sur l'art occidental et retravaillées, redessinées avec un esprit amazonien. C'est fou. Voilà comment laisser son empreinte. Bien que contemporaine, mais laisser son empreinte. Est-ce qu'avec votre histoire, vous avez plus naturellement une ouverture sur d'autres cultures? Ou c'est une question à la con, un peu imbécile, un peu raccourci? Non, pas du tout. Non, je la trouve assez pertinente, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand on est métisse, pour dire un peu les choses vulgairement, on a le cul entre deux chaises. On est constamment ballotté entre deux cultures ou trois, peu importe d'où on vient, mais on est constamment en train de se chercher. Il y a une véritable quête qui opère toute sa vie, quoi. Moi, depuis que je suis toute petite, j'essaye de comprendre qui je suis, d'où je viens, comme pas mal de métis, en fait. Est-ce que les choses changent en fonction de votre âge, par exemple? Vous dites peut-être à 20 ans, vous sortiez plus française, à 25 plus rwandaise, je sais pas, est-ce que ça change? L'inverse en fait déjà, parce que je suis née en Afrique, je suis née au Rwanda, et c'est vrai que ma première langue était le Kinyarwanda. Moi j'ai grandi en parlant Kinyarwanda, et en fait c'est en allant à l'école, puis parce que je discutais aussi avec mon père, que vraiment le français s'est imposé dans ma construction. Après, disons que cette quête de mes origines françaises, elle a beaucoup opéré en France en fait. Parce que mon père était un Français
travailleur privé en Afrique qui était fasciné par l'Afrique. C'était vraiment un aventurier. Je vois mes cousins l'appeler le tonton d'Afrique, quoi, qui était vraiment... Donc il avait presque mis de côté sa culture française. Et mon père était 68ard, c'était un révolté. Hein. Il n'était pas tendre avec la politique française. Hein. Et du coup, il a emprunté très vite les codes africains. Ma mère définissait mon père comme quelqu'un qui était beaucoup plus rwandais qu'elle, quoi, parfois. Hein. C'est une grande question en France qui traverse la société française, la question de l'assimilation ou de l'intégration. Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis parce que moi je pense que tout dépend franchement de son vécu, de ce qu'on a vécu avec la France en fait. L'intégration, qu'est-ce que ça veut dire? L'assimilation, qu'est-ce que ça veut dire? Au fond, je pense qu'il y a tellement de Français qui pourraient s'apparenter à des Français de souche qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent même pas leur pays en fait. Donc pourquoi vouloir absolument que les autres connaissent mieux le pays qu'eux-mêmes le connaissent? Il y a vraiment une incompréhension globale, générale en France. Et moi, j'aime ce pays. Et quand je le dis, mais je me fais taper dessus de part et d'autre. C'est-à-dire que vraiment, parce que d'un côté, le fait que je sois métisse et que je représente un ailleurs, certainement dans l'imaginaire de certaines personnes, je ne peux pas dire que j'aime la France. Enfin, c'est une hérésie. Et puis pour d'autres, c'est formidable, elle est vraiment le parfait exemple de l'intégration. Mais non, puisque je suis française, mon père est français, donc j'ai ça en moi. Et je pense que finalement, je représente ce qu'il y a de plus évident en France. La France est plurielle, elle est multiple, mais seulement, je pense qu'elle n'a pas envie de revendiquer absolument cette spécificité-là, quoi. Et c'est dommage, moi je le fais. Voilà. Moi j'ai à cœur de dire voilà, j'aime la France, c'est mon pays, mais je l'aime aussi parce qu'il est très complexe et que finalement, s'il est aussi complexe, c'est parce que il s'est construit dans la complexité et que peu de gens connaissent. Voilà. On y va? On y va. Parce qu'on est quand même au musée, je l'ai dit au tout début, du Quai Branly, Jacques Chirac. Oui. Quand vous êtes élu Miss France, c'est lui le président de la République. Oui. Est-ce qu'il vous appelle? Il m'appelle Miss France, je l'ai rencontré d'ailleurs. Oui, mais alors est-ce que il m'a pas appelé. Non, j'ai pas souvenir d'avoir eu Jacques Chirac au téléphone au moment de mon élection. Bonjour, c'est Jacques Chirac. Bonjour Jacques Chirac. Non, mais moi je me souviens d'un moment assez particulier avec Jacques Chirac. J'ai été reçue, je sais plus, c'était pas au Sénat, je sais plus trop. Et donc il était là, accompagné de son épouse. Et à un moment, il dit mais dites-moi, alors donc, vous êtes Miss France, mais vous êtes d'origine rwandaise, on m'a dit. Et donc, vous êtes française, mais comment alors? Je dis en fait, mon père est français. Oui, mais vous êtes née au Rwanda. Je dis oui, mais donc mon père est français, et puis donc je suis éligible au statut de Miss France quand même. Et donc il était. Il se posait presque la question de comment elle a ses papiers. Mais oui, alors mais en même temps c'était hyper naïf, hyper bienveillant. Enfin, il y avait de la bienveillance là-dedans, évidemment. Et les choses ont évolué, hein. Bon, en même temps, quand je regarde mon élection de Miss France, il y avait déjà beaucoup moins de chaînes et beaucoup moins de médias, beaucoup moins de... il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, donc on avait une sacrée notoriété quand même. Hein. Oui, parce que moi j'ai été regardée par plus de 10 millions de téléspectateurs. Ah oui, alors qu'aujourd'hui Miss France c'est pas ça. En plus ça finit à 1h du matin. Et puis ça finit à 1h du matin. Ah, Madame de Fournay, elle aurait jamais tenu jusqu'à 1h du matin. Ah ouais? Ah non, elle jamais. Alors sinon elle aurait fait commencer l'émission à 18h quoi. Pour être sûr. Là clairement. Je vous laisse monter dans notre véhicule. Vous avez une actualité. J'ai une sacrée actualité. Ouais, une sacrée actualité. Le 18 novembre, sur France 2, on pourra vous voir. 3 semaines de suite. Ce sera un mardi soir. Mardi soir, c'est bien, ce sera pas face au Figaro la nuit, donc c'est parfait. C'est très bien. Et vous faites donc Notre Histoire de France, saison 2. Oui, saison 2. La première saison a été
narrer, puisqu'on est des narrateurs en fait, on est des conteurs. Donc a été, disons, présenté par Thomas Sisley. Et qui commençait à l'époque de Vercingétorix jusqu'à Henri IV. Là où vous reprenez. Jusqu'à Henri IV, parce que moi je reprends justement à Louis XIII, mais on évoque évidemment Henri IV, le fils de... C'est un truc assez extraordinaire, parce que je trouve que c'est une idée géniale. En fait, on rejoue des scènes importantes de l'histoire de France, des scènes privées, et vous arrivez et vous nous faites le sous-texte. Et vous nous racontez l'histoire, et puis alors c'est marrant parce que vous êtes en tenue, tout le monde est enfin les acteurs jouent en tenue d'époque, et vous êtes le premier épisode, vous êtes en cuir quoi. Je suis en tenue contemporaine, bien choisie pour que ça colle quand même un peu à l'époque, parce qu'on voulait, par exemple pour Louis XIV, comme on est dans les ors de Versailles, on avait envie d'une tenue un peu plus chic. Après je passe à Napoléon par une tenue un peu plus armée. Je n'imaginais pas le travail que c'était. En fait, je vois le truc et je me dis c'est entre la présentation, mais en même temps il y a du jeu puisqu'il faut avoir de l'empathie pour les personnages. Mais vous jouez. En fait, ce qui est marrant, c'est que vous jouez, mais vous jouez votre propre rôle. Oui, en fait, je suis Sonia Roland qui invite les gens. En même temps, vous n'êtes pas présentatrice non plus. Vous êtes quand même actrice. Donc c'est un truc un peu bizarre. Non, c'est très hybride en fait. Comment on fait pour s'auto-jouer? Est-ce qu'on arrive à être aussi naturel? Oui et non, parce qu'en fait, il y a des moments où j'étais obligée de lâcher complètement ce que je suis pour vraiment emprunter, disons, le chemin de la comédienne, parce qu'il y a des moments où je suis en totale empathie pour les personnages. Par exemple, quand Louis XIII fait son discours et qu'il bégaye, il y a la maman, ça convoque la maman qui a envie de le prendre dans les bras et lui dire bon, c'est pas trop grave. Oui, c'est vrai, à ce moment-là, vous êtes derrière et vous baissez un peu les yeux. Mais oui, j'ai de l'empathie pour ces personnages, même s'ils sont complètement controversés, qui sont complètement déconnectés du réel. Ça reste malgré tout des humains qui ont vécu dans un univers qui est complètement fermé à la réalité de 80% des gens, quoi. Est-ce que vous aviez une connaissance solide de l'histoire déjà? Alors moi j'ai toujours eu une véritable appétence pour l'histoire, mais évidemment j'avais plein de lacunes. Ce qui est génial avec ce programme, c'est qu'on apprend aussi des détails de l'histoire de France, mais des détails personnels de certains personnages, et du coup ça amène vachement, ce côté un peu ludique aussi, qui est pas mal, ce ton léger, quoi. Complètement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous, un historien qui est là pour attention? Parce que les historiens, ils ne blaguent pas dans notre histoire de France. Non, mais jusqu'à des mots très précis. C'est ça, parce qu'il peut y avoir un texte, et puis on se le remet en bouche, et puis on prend un autre terme qui ressemble. Enfin, non, là, j'imagine qu'il faut que ce soit carré. Vous savez, par exemple, Premier ministre, à une époque, surtout à l'époque de la monarchie, on disait principal ministre. Et moi, j'avais tendance à dire ministre principal. On m'a reprise, mais plein de fois. Non, Sonia, ça se dit principal ministre. C'est important, les historiens y tiennent. Vous êtes de fait la seule actrice noire. Alors, métisse déjà. Métisse. Mais non, je ne suis pas la seule. Ah bon? Alors moi, j'ai vu que les 2 premiers épisodes. Ah oui. Enfin, le premier, une partie, et la moitié du deuxième. Ah, mais vous parlez de notre histoire de France? Ouais. Ah oui, mais de toute façon, je suis la seule à présenter toute la saison. Ça, bien sûr, mais je veux dire dans les gens derrière vous. Ah oui, alors, et donc, et ça témoigne quand même. Il y a un mage sénégalais à un moment. Ah ok. Parce que ça témoigne quand même d'une évolution dingue. Oui, mais ce qui est génial, c'est ça qui est drôle. Ce qui est génial, c'est que c'est un visage comme moi qui présente l'histoire de France. Bah oui. Pour le coup, ça va pas plaire à tout le monde, mais tant mieux. Vous pensez? Ah bah c'est sûr. Chaque année, on a toujours son lot de critiques, parce que pour une partie des gens, on ne représente pas la France, quoi. C'est comme ça. C'est-à-dire que, en fait, je crois que on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je me rends pas compte. Mais c'est parce que nos cerveaux ne comprennent pas ça. Et tant mieux. Oui, mais c'est-à-dire que vous le vivez, mais je me dis, qui fait ça? C'est-à-dire, c'est quoi les critiques? Et ça, c'est des messages, c'est des insultes. Au lendemain de Miss France, au lendemain de mon élection, j'ai reçu 2700 lettres d'insultes et de menaces de mort. Ça, c'est le cadre qui est posé au moment où je deviens Miss France. Bon, on est en 2000, 25 ans après, on se dit... Oui, mais sauf qu'à l'époque, j'avais le choix de parler de ça si je voulais ou pas. Et moi, j'ai demandé à Geneviève de ne pas en parler parce que c'était une façon de mettre en lumière une minorité de gens très active. Et je pense, et moi à mon sens, il reste encore cette minorité de gens très active, mais qui a malheureusement accès
à la parole à travers les réseaux sociaux et qui nous donne l'impression que c'est une généralité de gens qui s'expriment comme ça. Alors que je suis pas sûre que la France soit entièrement Oui, raciste, encore plus à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, finalement, ils peuvent se réunir sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était des lettres isolées, de gens isolés chez eux. Complètement, mais il fallait mettre un timbre, il fallait aller à la poste, il fallait mettre toutes ces insultes et parfois de la merde aussi à l'intérieur. Non. Oui. Dans mon film, j'ai réalisé un film qui s'appelle Un destin inattendu, qui est passé sur France 2 l'année dernière. Et il y a une scène où la mère de mon héroïne, qui est donc... En fait, c'est mon histoire que j'ai fictionnée. La mère de mon héroïne ouvre sa boîte aux lettres et tombe sur une enveloppe pleine de merde. Et c'est arrivé à ma mère. C'est arrivé aussi, ça m'est arrivé aussi quand j'habitais à Saint-Cloud à l'époque. Donc oui, ça existe. Est-ce que j'en ai fait état à l'époque? Non, parce que j'avais justement envie de mettre à l'honneur cette majorité de gens qui avaient voté pour la Miss Bourgogne que j'étais et qui a fait de moi Miss France. Et puis c'était une façon de les honorer eux et pas mettre en lumière une minorité de gens actives et haineuses. Donc là, quand notre histoire de France va sortir, vous savez d'ores et déjà que vous allez recevoir un nombre d'insultes. Évidemment, mais chaque fois c'est la même. Et en même temps, je m'en fous. Et donc on est place de la Concorde. Oui. Lieu important de l'histoire de ce pays. Ah bah, lieu hautement important, qui a quand même changé 3 fois de nom. Oui. Le premier nom de cette place, je vais vous faire un tout petit peu un petit cours d'histoire vite fait. Et vous voulez me le faire comme... Parce que souvent vous arrivez dans le champ, dans notre histoire de France, et pas vous racontez comme ça. Alors je arrive comme ça. Alors donc d'accord, j'arrive. Voilà. Alors, cette place de la Concorde, Concorde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'entente, la paix, mais c'est arrivé très tard, parce qu'au départ, cette place s'appelle la place Louis XV, en hommage à Louis XV. C'est d'ailleurs les Parisiens qui lui ont offert cette statue qui le représentait sur un cheval, qui n'existe plus. Qui n'existe plus parce que pendant la Révolution, elle a été totalement détruite pour mettre quoi à sa place? La guillotine. Pourquoi? Pour exécuter et Louis XVI et Marie-Antoinette et ensuite les instigateurs de la terreur, Danton, Robespierre. Ne le dites pas trop en souriant comme ça, attention, on va se faire engueuler. On va se faire engueuler. Mais la terreur, c'est pas non plus la période la plus glorieuse qu'on ait eue en France. En revanche, ce monument qui s'appelle l'obélisque de Luxor a été offert, d'ailleurs c'est un obélisque, a été offert par les Égyptiens au 19e siècle. Et puis voilà, c'est devenu la place de la Concorde qui normalement a été appelée comme ça après la Révolution pour célébrer la paix et l'union. Voilà. Et c'est l'un des endroits de Paris les plus extraordinaires parce que là on a donc la Madeleine, juste ici. Oui. On a ici l'hôtel Crillon. Oui. D'ailleurs, attendez, j'y viens. Là les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Assemblée nationale. Oui. Et si on tourne encore, on entre dans le jardin des Tuileries. Et surtout le Louvre au fond. Et le Louvre au fond. Oui, vous savez qu'il y a la fameuse. En fait, elle crée la jonction entre l'ancien et le moderne. Exactement. Et alors, paraît-il que, c'est un haut lieu de l'histoire de France, la place de la Concorde, mais c'est un haut lieu de vos débuts en tant que personnalité. Non mais attendez les amis, vous n'imaginez même pas ce que j'ai vécu un soir de décembre 99 en devenant Miss France. C'est-à-dire que ma première nuit en tant que Miss France, je la fais dans ce palace du Crillon, dans la suite royale. C'est un moment assez vertigineux pour moi parce que c'était la première fois que je mettais les pieds dans un palace. Et c'est aussi le moment où je réalise ce qui s'offre à moi en fait. J'ai la vue sur la Concorde. Je me souviens de mon père qui est venu me voir. Alors attendez, je vous raconte une anecdote qui est assez drôle. Parce que c'était à l'hôtel de ville. C'était à l'hôtel de ville, Et ce qui était bizarre d'ailleurs comme lieu de réception. Maintenant, ça se fait dans des zéniths. Ouais, mais ça, je pense que c'était Tibéri à l'époque qui avait envie de ramener un peu de faste dans la mairie ou peut-être pour ses élections, je sais pas trop. Encore une fois, je resitue. Mon père est un 68ard, un peu révolté, un peu rebelle. Oui, j'imagine qu'il n'a pas forcément a priori un très bon avis de ce qu'est Miss France. Ah si, justement, c'est lui qui m'a poussé à me présenter. Ouais. Nous, quand on est arrivé en France en 94, on a tout perdu pendant le génocide. Mon père nous expédie en France, ma mère et moi, et
Et on perd tout. Et en arrivant ici, on arrive à Cluny, dans une petite ville de 5000 habitants, en Bourgogne. Et on connaît ce qu'on appelle le déclassement social. Et donc, on arrive dans un HLM, on reprend tout de zéro. Mes parents essayent de retrouver du travail. Mon père devient ouvrier, manutentionnaire, à un âge assez avancé. Ma mère ne trouvait pas de travail alors que, elle avait tous les diplômes qui lui permettaient quand même de trouver un travail stable. Et puis, 5 ans plus tard, lors d'un match de basket, il y a un recruteur de l'élection de Miss Bourgogne qui vient me voir et qui me dit « ça vous dirait de vous présenter à l'élection de Miss Bourgogne ?» Et moi je le regarde, je dis « alors écoutez, moi j'avais rien de féminin à l'époque, hein. Vraiment, ah ouais, j'adorais le rap, je mettais des baggy, je parlais wesh wesh. J'en ai, et on m'appelait Jordanette. Et restez avec nous parce qu'elle nous les montrera en fin d'émission. Une de mes coéquipières a donné la carte de ce monsieur à mon père, et puis mon père s'est mis en tête qu'il fallait absolument que je fasse Miss Bourgogne. Et donc votre papa, le jour où vous êtes élu, il arrive ici avec sa voiture qui était, je crois, c'est quand même pas mal, quoi. Vous avez vu sur la place, sur la chambre là? Bah ouais, moi j'étais dans une des chambres avec le grand balcon là. Ah ouais. Oui, on vous a pas mis derrière dans la petite rue, quoi. Ouais. Non. Et donc votre papa, il est venu vous voir là? Mon père est venu me voir là avec ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère n'a même pas osé marcher sur le tapis de l'entrée. Elle marchait à côté, la pauvre. Mon père est arrivé avec une voiture. Je crois qu'ils avaient pris la Super 5 de mon cousin et ils sont venus. Et mon père a jeté les clés. J'ai adoré. Mon père, il est arrivé, il a fait... Parce que ma mère est sortie divine avec sa superbe robe et tout. Et il a jeté les clés au voiturier. Il a dit... Je vous la confie, et puis le voiturier qui a vu le truc, il a regardé le truc, il s'est dit ouais, ça c'est pas mal quand même. Et mon père lui a jeté les clés comme ça, et puis il a fait le tour de sa Super 5, il a pris ma mère par le bras, et ils sont rentrés tous les deux au Crillon pour venir voir leur fille fraîchement couronnée. On l'a évoqué à plein de moments, mais votre naissance, donc vous êtes né à Kigali. Oui. Votre mère est rwandaise, votre père est français, mais il se rencontre comment? Votre père va là-bas, en fait? Mon père donc est allé au Rwanda parce qu'il avait fait son armée en Afrique. Il était fasciné par l'Afrique. Mon père était fou amoureux de ma mère, mais ma mère c'était pas... elle était pas emballée? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait à l'époque il faut resituer les choses. Et d'ailleurs, est-ce qu'on appréciait le fait qu'une femme se marie avec un blanc? Bah justement non. C'est-à-dire qu'à l'époque en fait, il fallait qu'elle se marie très vite pour être protégée, mais sinon une femme Tutsi qui fréquentait un blanc était souvent considérée comme traître à la nation, et il y en a beaucoup qui ont fait des séjours dans les camps de redressement de l'époque qui n'étaient pas... C'était certainement pire que la prison, quoi. Et donc pour ma mère, il était évident que si mon père la courtisait, il fallait aussi que les choses se fassent très vite. C'est-à-dire qu'elle l'a vite présenté à mon grand-père au village. Mon père, qui est quand même un être très courageux, est allé demander la main dans sa langue, face à quelqu'un qui ne comprenait pas sa langue, mais ils ont trouvé un accord. Et puis il a marié ma mère très vite, quoi. Et puis moi je suis arrivée 1 an après. Et vous, vous parlez français à quel âge? Il vous parle un peu, parce que vous me dites tout à l'heure, non, lui il jouait le rwandais, enfin il voulait être rwandais à fond. Ah oui, mais il n'a jamais parlé un mot de rwandais, sauf pour parler de cigarettes et d'allumettes. Il disait Kibiliti pour les allumettes. Non, mon père... Je pense qu'il comprenait très bien le Kinyarwanda, mais il laissait toujours penser qu'il comprenait rien pour mieux écouter. Donc si vous parlez français? Ouais, il me parlait français. D'accord. Est-ce que vous vous rendez compte, vous, de la violence qui vous entoure dans ce pays, ou non? Ah non. Rien du tout? Non, pas tout de suite, hein. Enfin non. Et puis de toute façon, moi je vais vous dire, mon enfance au Rwanda et au Burundi après, c'est une enfance joyeuse, et vous pouvez parler de ça avec tout. J'ai un ami, Gaël Faye, avec qui j'ai grandi au Burundi, adolescente. Le rappeur, écrivain maintenant. Exactement. Ouais. Et prix Renaudot l'année dernière, oui, c'est vrai. Avec Jacques Aranda, d'ailleurs, je vous conseille de le lire. Et c'est vraiment une période de notre vie, quand on en parle, mais qui est très joyeuse et très insouciante, et pourtant dans un contexte... Parce que vos parents vous protègent, ou parce que... Nos parents nous protègent.
Parce qu'eux, ils le savent, ils le sentent. Si on en est au point où vous quittez le Rwanda, parce que faut expliquer, vous quittez le Rwanda un moment pour aller au Burundi. Donc c'est que là, il y a un besoin déjà de fuir. Oui, bien sûr. Non, mais ma mère, en plus, c'est une femme, encore une fois, comme c'est une intellectuelle, elle est très renseignée, en fait. Et tous les jours, on l'abreuve de renseignements, ce qui se passe au Rwanda. Parce que nous, là, on est au Burundi, entre 92 et 94, on est au Burundi. À un moment, ma mère et mon père se sont décidés à partir parce que quand le génocide démarre au Rwanda, on ne pense pas que c'est un génocide. On sait qu'il y a des massacres, mais on n'imagine pas une minute que tout est programmé pour éradiquer cette population, quoi. Vous ne l'avez pas senti? Il y a pas de... Je sais pas, vous n'entendez pas des coups de feu, de la violence, des explosions? Si, moi, je pourrais raconter... Une fois, j'étais à l'école, c'était un petit peu après que le génocide démarre au Rwanda, où on a fait exploser des grenades à côté de l'école. Et là, évacuation immédiate de l'école. Les casques bleus sont arrivés, ont pris des ressortissants français, étrangers, les ont amenés dans leur quartier. Moi, la chance, c'est que j'habitais à côté de l'école. Et donc c'est notre gardien, le gardien de la maison, qui est venu nous chercher avec les chiens. Je me souviens, avec mon petit frère, et on est allé à la maison. Et à partir de là, blocus, on n'avait plus le droit, donc on était dans une sorte de confinement, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous. Il était très difficile d'avoir des vivres, il n'y avait plus de viande, il n'y avait plus rien qui transitait, quoi. Et donc on a connu un mois très difficile. Et puis mon père, pendant ce temps-là, essayait de trouver un moyen de repartir en France, quoi. Vous étiez déjà allé en France avant d'y venir vraiment? J'ai été baptisée en France d'ailleurs. Okay. Je suis venue toute petite en France et j'ai été baptisée à Massy, dans une toute petite ville de Saône-et-Loire. Enfin, c'est même pas une ville, c'est un hameau de 400 habitants, quoi, où vivait ma grand-mère. Et donc, ils ont demandé à la petite chapelle si on pouvait faire mon baptême là-bas, et j'ai été baptisée en France. Et alors, quand vous arrivez en France, comment ça se passe déjà? Vous allez donc dans la famille de votre père? C'est ça? En fait, j'arrive chez ma grand-mère en Bourgogne, à Massy. En fait, elle vient nous chercher puisque mon grand-père, du côté de mon père, était cheminot. Et donc, elle bénéficiait de billets gratuits à la SNCF à l'époque. Je suis plus sûre que ça marche comme ça. Ça marche toujours, ça fait scandale d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Je vous assure. Et puis du coup, ma grand-mère est venue nous chercher parce qu'on n'avait vraiment pas un sou. Il faut imaginer quand même, il faut recontextualiser. On a quitté le Rwanda dans des conditions d'exil, quoi. C'est-à-dire que vraiment on est parti avec 2 valises, un album de famille, et on a tout laissé derrière nous, notre vie, nos rêves, une enfance joyeuse, quoi. Moi, je me souviens que j'ai dû dire à mes amis adieu, quoi. Et quand on a 14-15 ans, dire adieu à ses amis, c'est atroce. Et puis surtout, j'allais dans une culture que je connaissais que très peu, finalement. Parce que j'avais grandi en Afrique, certes dans une mentalité un peu française, mais avec des codes très rwandais, très africains, quoi. Quand je commence à découvrir la France, je la découvre par le moyen le plus brutal, une arrivée très brutale, parce que on arrive dans un nouveau contexte social, on arrive dans un HLM, moi je savais même pas... l'idée de vivre les uns sur les autres, je connaissais pas. La première chose qui m'a marquée aussi, c'est que quand j'ai été inscrite au collège, je suis rentrée un jour à la maison en disant à ma mère, mais je comprends pas, les élèves parlent mal aux profs, quoi. Et ma mère, elle me dit, alors, il y a bien une chose que tu dois pas suivre, c'est ça, d'accord? Et moi je dis oui, d'accord, mais maman, je comprends pas. Ils répondent aux profs et les profs ils disent rien. Et ma mère, elle me dit, bon, ça c'est des habitudes qu'il faut pas prendre, hein. Ça c'est des habitudes des blancs, tu les laisses aux blancs, d'accord? Et comme on a un respect aussi des anciens, et ça c'est des choses de mon côté, disons européen ou français, que je n'ai jamais compris, en fait. De me dire comment on peut si peu honorer la mémoire des vieux, des anciens. On les parque dans des EHPAD et allez, salut, on les voit plus. On attend que l'héritage tombe. Non, mais c'est que des choses un peu clichés que je sors, mais qui, franchement, c'est le sentiment qu'on a quand on voit C'est pas du tout la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Mais non, les vieux, ils vivent avec nous jusqu'à la fin.
Mais oui, bah évidemment, après, il faut avoir les moyens. Je comprends aussi que les gens se disent, bah, c'est pas si simple d'avoir des vieux à la maison, ou les anciens, mais... Enfin, moi, je vois ma mère, elle a fait un AVC en 2015, donc il y a 8 ans. Je ne me suis pas imaginé une seconde la laisser toute seule face à tout ça. Non. Et qu'est-ce que ça dit de nous par rapport à... Enfin, qu'est-ce que ça dit de la France et de cette habitude par rapport à... Je pense que la France est un pays occidental qui tend vers l'individualité, vers des modes de consommation qui en disent long sur ce que nous sommes devenus, quoi. Je veux dire, la vie est devenue comme notre façon de fonctionner et de consommer. C'est des vies Kleenex, quoi. Je veux dire, vous savez, il y a une phrase que je retiens de ma grand-mère paternelle, donc Mémé Cécile, de Cluny, de Bourgogne, je lui posais toujours la question, je disais, mais toi, comment t'as fait avec le grand-père? Parce que notre grand-père était quand même connu pour être un peu dur, un peu sévère. Et je disais, mais comment t'as pu tenir avec ce caractère? Et elle me disait, tu sais, nous, on fait partie d'une génération où on réparait le matériel et on réparait les choses. Donc, la relation aussi, on la réparait. Et je trouvais ça magnifique. Je me dis, mais elle a raison. Moi, ce qui m'a sauvée finalement, malgré la vie dans laquelle j'atterrissais, qui était une vie ouvrière et une vie quand même très, très dure. Il est difficile aussi de se projeter, tout simplement, de se projeter dans des rêves. Moi, je suis métisse. À l'époque, il y avait un manque de représentation à la télévision, au cinéma, dans les films. Il n'y avait pas beaucoup de visages qui me ressemblaient, ou alors ils étaient américains. J'avais envie, moi, de m'inscrire dans une culture française qui donne sa chance à tout le monde, quoi. Et à l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas. Moi, je suis la première comédienne métisse à avoir un rôle principal dans une série. À l'époque, ça s'appelait Léa Parker. C'était une série sur M6 et j'ai fait 60 épisodes. Mon premier film, je le fais avec... Il n'y avait jamais eu avant, même en Europe. Ah bon? Ouais. Dans un rôle principal, hein. Attention. Alors je vois les hommes issus de la diversité dans des stars, et des femmes, il y en a moins. Hein. Il y en a moins, parce que déjà il y a moins de rôles, disons, de premier plan, hein, pour les femmes. Mais alors en plus, s'il faut réduire à la diversité, c'est pas évident. Et puis là, je parle de noir-blanc ou de noir... métis, mais il y a aussi les Asiatiques, les Indiens. Il y a un très gros manque de représentation dans les projets français. Hein. Mais après, les choses évoluent. On n'entre au Palais Royal? Allez! Mais je sais pas si... Il est ouvert? Normalement, c'est censé être ouvert pour nous. Bon, Miss France, alors donc actrice, oui ou non, ça aide ou ça bloque? Est-ce qu'on vous a dit, ah non, on va pas prendre une Miss France quand même pour jouer ça? En fait, ça peut aider parce que ça crée un nom, mais après, il faut vraiment prendre en considération que c'est un métier. Être acteur, faut pas prendre les choses à la légère parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est un travail d'équipe aussi qui repose sur une vraie cohésion. Et puis surtout, il faut avoir une sacrée patience parce que les choses n'arrivent pas comme ça. Hein. Et puis, moi, j'ai quand même mis presque 15-20 ans pour m'imposer aussi en tant que réalisatrice et actrice de premier plan. Je veux dire, j'ai pas été tout de suite... C'est-à-dire qu'après Miss France, il y a une phase où vous savez ce que vous voulez faire directement, je vais être actrice, où il y a un flou, qu'est-ce que je fais, je suis mannequin, je vais être actrice, mais en même temps ça marche pas tout de suite, je vais... Moi, mon but, en fait, en me présentant à Miss France, c'était d'accéder au plus près du métier de comédienne. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, déjà, je savais pas si j'allais devenir Miss France, mais au moins, je savais que j'allais avoir un pied à Paris et peut-être me faire des relations, en tout cas, avoir un réseau, quoi. Ouais. Mais
j'étais loin d'imaginer que je finirais avec la couronne de Miss France, quoi. On devient mannequin assez naturellement, puisque les agences de mannequins quand même vous signent. Mais moi, il faut savoir encore une fois que parce que j'étais métisse, ça ne marchait pas du tout ici. Et puis il y avait une double peine. Ouais, j'avais la double peine, c'est que Miss France est un label très fort et auquel certaines marques à l'époque ne voulaient pas du tout s'associer. Oui. Parce que ça s'annule. Et du coup, très vite, mon agence... Oui, c'est-à-dire que est-ce que le luxe a du mal à s'associer à Miss France? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Bah oui, c'est pour beaucoup de marques de luxe, c'est pas... c'était pas bienvenu, quoi. Mais après, je pense que les choses se sont bien démocratisées, surtout à l'arrivée des réseaux sociaux, quand ils ont vu la puissance, finalement, marketing de ces filles. Il y en a plein qui les invitent. Ça y est. D'un seul coup, ça devient un peu plus clair, quoi. Non, mais parce qu'il y a plein de Miss France. C'est la force du marketing, encore une fois. C'est clair. Vous êtes une des Miss France qui a marqué et qui est restée. Oui. Il y en a plein qui, on le voit bien, elles ne savent pas forcément quoi faire, elles se disent qu'on va continuer dans ce milieu, ça ne marche pas. Enfin, j'imagine que c'est très difficile. Oui, c'est difficile. Parce qu'en fait, c'est une année, c'est pas comme ça, on devient actrice, puis après on est actrice, on peut le rester toute sa vie, même s'il faut continuer à travailler. La Miss France, c'est une année, c'est terminé. Après, c'est terminé, mais il faut En tout cas, il faut avoir un objectif clair, s'y tenir et puis pas lâcher, quoi. Moi, il y a eu un facteur travail que j'ai mis. Parce que beaucoup de gens me disent, ouais, mais t'as eu beaucoup de chance. Bah non, en fait, les gars, on ne peut pas se reposer que sur le facteur chance. Enfin, il y a forcément du travail. Maintenant, ce travail, il est forcément fait dans l'ombre, on ne le voit pas. Il est vrai que comme on est dans une période où on commente tout ce qu'on fait, on montre tout ce qu'on fait, moi c'est un truc que j'ai du mal à faire. J'ai un Instagram, comme beaucoup de gens, mais j'ai du mal à l'alimenter et puis j'ai pas envie de le mettre... Pas quoi raconter ? Bah non, j'ai du mal à prendre en photo mes plats et puis dire c'est génial ce que j'ai... Alors par exemple si je vais dans des musées ou quoi, ça j'aime bien le poster dans des stories ou des trucs comme ça, mais le temps que ça prend... Mais le temps que ça prend. Alors là, vous retweetez. Ah ben voilà, vous avez mis voilà, ça j'ai sorti la soirée Amazonia, voilà. Mais sinon, voilà, il y a quoi, notre histoire de France. Je parle de mon travail, là j'ai parlé du film. Ah d'ailleurs, je suis dans un film bientôt. Kouibouka. Ouais, Kouibouka, un film... Jean-Hugues Anglade, Sonia Roland, ah sympa. Ouais, Jean-Hugues Anglade joue mon père. Ça s'est tourné au Rwanda et ça sortira au cinéma. D'accord, trop bien. Voilà. Oui, c'est vrai que... Il y a beaucoup de photos un peu promo, mais moins de votre vie qui marche bien sur les réseaux. On raconte ces trucs, quoi. Bah ça, c'est sûr que si je me mets en maillot de bain, j'ai plus de vues que quand je mets mon tournage récent ou je sais quoi. Parce qu'évidemment, c'est ça qui marche. Hein. Vous dites j'ai travaillé pour après avoir ce que j'ai, mais est-ce que vous avez travaillé pour être Miss France ou c'était tellement vite qu'en fait c'était naturel et il n'y avait pas de travail? Moi, j'avais un truc pour moi à l'époque, c'est que j'avais un don de mimétisme. Donc j'ai bien observé ce qui se passait autour de moi. Vous regardiez celle qui était entraînée depuis des années et puis, vous avez fait la même chose. Mais ouais, et puis je regardais surtout... mais donc quoi? La façon dont elle se tenait, la façon dont elle se mouvait, la façon dont elle parlait. Et puis alors du coup, je me disais, ça je prends pas. Et puis je commençais à faire devant le miroir et tout. C'était n'importe quoi. J'imagine, vous m'avez dit que vous étiez garçon manqué, donc en gros vous marchiez un peu comme ça. Moi je marchais comme une basketteuse, je marchais les pieds un peu rentrés, j'étais un petit peu wesh. Et après comment? Et après on ouvre tête haute. Après ma mère elle m'a appris à marcher avec des talons, avec un bottin de téléphone sur la tête, et puis je devais apprendre à marcher toujours la tête haute. Elle dit t'as un port altier, alors sertant, c'est que ça. Et le sourire, ça doit faire mal de chien. Le sourire, ça fait mal, ça fait mal aux zygomatiques. Mais de toute façon, on les voit, enfin vous en fin de soirée. Et vous savez ce qu'on fait aussi parfois, c'est qu'on met de la vaseline sur les dents pour pas avoir l'effet bec de lièvre là. Ah, attendez, j'ai pas compris. Vous connaissez pas l'effet bec de lièvre? Non, c'est-à-dire en fait, vous savez quand la lèvre redescend pas et qu'elle reste collée sur la dent. Du coup, on a l'air un peu débile. Parce qu'à force de sourire, ça reste... ça on a l'air un peu idiot comme ça, non? Je sais pas, je me permettrais pas de dire. Non mais je sens qu'au bout de cette soirée, le sourire, il est complètement figé. Puis en même temps, on prend l'habitude, alors... Mais moi, j'ai toujours eu un sourire franc, et d'ailleurs, quand je l'ai pas, le sourire, tout le monde me dit « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce que je suis assez souriante en général. On sort? Ouais. Café Joséphine. Voilà. C'est pas celle de Bachoum, celle-là?
Ah ouais. C'est Joséphine Baker. D'accord. Bon, alors pourquoi c'est votre idole? Pourquoi? Mon idole. Ah non, c'est pas votre idole? Si. Si. Ah oui. Disons que c'est une femme que j'admire énormément non pas que seulement pour son parcours, mais aussi pour son engagement dans la résistance. Enfin, je veux dire, elle aurait pu, en tant qu'artiste, faire le choix du pas de côté et puis laisser un petit peu. Non, elle s'est engagée. Elle a servi l'armée française, les services secrets. Et c'est aussi ce pourquoi elle est panthéonisée. Elle a joué un rôle important dans la résistance, tout en se servant de ses atours. C'est une artiste célèbre, internationale, mais qui a pris des risques. Hein. Ah oui, carrément. Vraiment des gros risques. Bonsoir, Thibaut, enchanté. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Charles, alors, avec plaisir. C'est vous le patron des lieux? C'est moi. Bon. Ah ouais. Café autour de Joséphine Baker. C'est ça, ouais. Vous savez que c'est la première fois que je viens? Bah, il était temps. Non mais il était vraiment temps, ouais. On a ouvert l'établissement juste avant qu'elle soit au Panthéon et du coup ça a été plus une source d'inspiration et un hommage pour à lui rendre. Ah oui, donc c'est récent. Vous êtes fan vous aussi? Je suis devenu. Ah oui, c'est vrai. Et justement, tous les jeudis, on fait venir un DJ et qui fait avec de la musique, remixer des musiques de Joséphine Baker et des années 30 et voilà. Bravo. Pour réanimer un peu son âme et son esprit. Je vais prendre un Joséphine. Ouais. Deux fois. Deux fois Joséphine. C'est drôle. Mais ouais. C'est vraiment en hommage, quoi. Non, mais c'est formidable. Moi, je suis heureuse qu'on honore la mémoire de cette femme. Elle a une vie controversée, hein. Elle a une vie complètement... C'est vraiment le symbole de la liberté de la femme par excellence, quoi. Elle a défié toutes les lois. À une époque où c'était pas forcément évident, où ça paraissait pas évident. Ça paraissait pas évident d'être une femme noire, venue d'ailleurs, de s'imposer sur scène nue. Enfin, je veux dire, elle a vraiment créé la controverse. Et en même temps, c'était une façon aussi d'arracher sa liberté et de devenir la femme la plus... enfin, je veux dire, c'est une des artistes les mieux payées de son époque. Elle a vraiment... Et puis, malgré tout ça, malgré cette opulence dans laquelle elle vivait, ce faste et tout, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle s'engage dans la résistance, quoi. La question du corps, tiens. Elle l'a mis en avant, elle a osé. Vous, votre corps, comment vous... Est-ce que vous l'êtes approprié facilement? Parce que vous me dites, à 17 ans, en gros, vous étiez un peu garçon manqué qui fait du basket et qui n'est pas féminine. Comment c'est arrivé? Et comment vous avez géré ça? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qu'était votre corps, ce qu'il pouvait représenter? Non, en fait, je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et puis à 18 ans, est-ce qu'on a vraiment conscience de l'impact que peut avoir ou votre corps ou votre soi-disant beauté? Puisque comme j'étais Miss France à l'époque, je symbolisais je sais pas, une idée de la beauté, mais j'avais pas conscience de ça. Ce dont j'avais conscience, c'était de mon impact plutôt politique, en fait, que représentait mon image auprès des gens et ça, très vite, je l'ai conscientisé comme une chance de pouvoir exprimer ou être du moins le porte-voix de personnes invisibilisées, quoi. Et du coup, il fallait le faire bien, alors que je n'avais que 18 ans, que je n'avais pas forcément toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et à un âge où on me demandait d'être à la fois neutre sur certaines questions politiques, et en même temps, d'autres, il fallait que je sois engagée pour la cause féminine, pour la diversité, pour plein de choses. Mais j'étais quand même bien accompagnée parce que Madame de Fontenay était une femme très engagée. Hein. Mais la femme que vous êtes, qui est mise en avant sur un podium, qui va permettre de vendre des habits, ça m'a un peu gênée à l'époque. Je dirais pas que le passage du maillot de bain devant 10 millions de téléspectateurs est super évident. Pas du tout. C'est pas naturel déjà de marcher en talons, en maillot de bain et en talons. C'est un combo qui n'existe que sur les concours de beauté. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. À votre. Merci. Je me suis dit que si c'était le passage obligatoire pour obtenir cette fameuse clé de la liberté, pourquoi pas? Franchement, le rapport au corps, il a toujours été difficile pour moi. Parce que je n'avais pas envie d'être une femme objet. Vraiment. Oui, mais alors
difficile, voire impossible au début. Quand vous êtes Miss France, personne ne vous connaît. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'on laisse figer les choses? Est-ce qu'on cristallise les choses? Moi, j'ai pas voulu les cristalliser. Ce que je voulais, c'était montrer qu'on pouvait être ça, mais aussi autre chose. Oui, mais après, quand vous faites du mannequinat et tout, forcément, vous entretenez ça, mais c'est difficile, c'est un équilibre difficile. On a les armes qu'on a. Hein. Ouais. On a les armes qu'on a. Moi, à l'époque, c'était ça, mon arme. Puis après, elle est devenue plus intellectuelle, plus, elle a tendu un peu vers l'artistique. Et puis, on a les armes qu'on a. Moi, à 18 ans, je pense que j'étais pas suffisamment armée pour pouvoir m'imposer dans le métier. Il fallait aussi que parce que ma réalité économique était la suivante, il fallait aussi que j'aide mes parents, parce que la condition économique de mes parents ne changeait pas. Elle est restée la même. Ils vivaient toujours dans une forme de précarité. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais la belle vie en tant que Miss France. Comme nous tous, vous allez vieillir. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez peur de ça? Et est-ce que c'est encore plus dur pour vous que pour les autres? Parce que vous représentez quelque chose. Oui, c'est vrai que quand on a des métiers d'image, ça peut être compliqué. Il faut apprendre en fait à faire la paix avec ça. Moi je dis ça parce que je suis encore dans un âge où je me tolère encore à l'image, mais je ne sais pas comment ça sera plus tard. Ce que je sais, c'est que j'ai créé l'environnement autour de moi pour pouvoir accepter cet âge et le vivre avec une certaine forme de sérénité, l'accueillir. Est-ce que vous avez encore des injonctions? J'imagine que vous devez peut-être les ressentir sur les réseaux sociaux, à pas vieillir, à faire des photos comme ci, comme ça. Les réseaux sociaux, s'il y a bien un monde qui vous rappelle que vous vieillissez, c'est bien celui-là. Moi, je me souviens d'une... Ah non, mais je me souviens d'un internaute hyper haineux. Et quand j'ai regardé son profil, je me dis, il est quand même gonflé, le gars, de dire que j'ai pris un coup de pelle dans la gueule. Ça a été ses propos. Il a dit, ah non, mais Sonia Rolland a vraiment pris un coup de pelle dans la gueule. Je dis, je suis allée sur le profil du gars, je vois sa tronche et je me dis, non, il est gonflé ou alors il était bourré ce jour-là. Mais il a pas énormément de recul sur lui-même, le gars. Ça vous énerve ou pas? Non, je trouve ça étonnant. Non, mais je m'énerve plus pour ces trucs-là. J'aurais 18 ans. Ah ouais. J'aurais même été répondre à ce mec. Connard. Oui. Connard, ouais. Je voulais finir avec cette question. C'est la question de la vie privée. Ouais. Vous me dites, oui, je la protège, mais en même temps, vous en parlez. Oui, j'en parle. Mais je donne pas tout. Non. Tous les détails de ma vie privée. Alors, parce que la grande info, c'est que vous êtes mariée. Oui, je suis mariée. Mais ça, c'est paru dans Paris Match, donc je serais quand même assez malhonnête de dire que que j'en ai pas parlé, quoi. Ouais. Mais alors, l'histoire est quand même drôle. Parce que vous êtes mariée avec quelqu'un qui vous connaissiez depuis 20 ans, ouais. Ah oui, Guillaume, mon mari, on se connaît depuis 20 ans. On a été comédien, lui et moi, sur Léa Parker, que je citais tout à l'heure, la première série dans laquelle j'ai joué. Et on s'est rencontrés, lui il jouait avec moi, on était potes, on est devenus un peu amoureux. Et puis après, certainement parce qu'il manquait de maturité à l'époque. Ah, c'est de sa faute? Oui, c'est de sa faute. On s'est retrouvés plus tard. Ah oui, mais presque quoi, 20 ans 15 ans On est restés amis pendant toutes ces années quand même. Hein. Est-ce que ça vous étonne? Ça vous a étonné? Ça vous a surpris? Non, parce que je suis téméraire. Mais de lui, oui. Parce que je pensais pas du tout qu'un jour il révélerait sa flamme comme ça, voilà. Ah ouais. Et après, je vous en vais plus là-dessus. Pourquoi se marier alors que vous avez eu des enfants sans vous marier? Là, c'est la première fois que vous vous mariez vraiment? Ouais, c'est la première fois que je me marie parce que c'est la première fois que je me sentais prête. Alors je me dis qu'il est jamais trop tard hein, pour arriver à maturité, mais je me dis qu'à 40 ans, ça y est, je suis prête à me dire, parce que c'est une question très importante. Est-ce que je vieillirai avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie? C'est pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit oui, avec lui, je peux vieillir toute ma vie avec Oli. Ouais. Parce qu'il y a deux écoles pour les personnalités publiques. Soit je tais tout, je cache tout, je verrouille tout, soit j'en parle pour que finalement ce soit plus très croustillant et qu'on vienne moins m'emmerder. Il y a un peu des deux. Ouais. J'en garde évidemment quand même une grosse partie. Hein. Moi, ce que je vous raconte, c'est un peu finalement ce que j'ai déjà un petit peu révélé, disons. Mais
Non, je pense qu'il faut savoir un peu donner, mais garder beaucoup. Ce sera la phrase pour clore la partie vie privée là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. On finit chez Joséphine Baker. Ouais. Ouais, c'est cool. Et alors,